la une de l'actualité, le nouveau variant de coronavirus Omicron qui poursuit sa progression sur la planète. L'Europe parle de course contre la montre. L'Organisation mondiale de la santé, de son côté, lance un appel pour que les frontières restent ouvertes alors que le monde s'est déjà isolé de l'Afrique australe. Un avion de Frontex déployé au-dessus de la Manche à partir du 1er décembre. C'est ce qu'ont décidé les ministres européens réunis ce dimanche à Calais pour lutter contre le trafic migratoire. Le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, a également demandé au Royaume-Uni de mieux contrôler son marché du travail. Et puis la disparition de Virgil Abloh, le styliste phare de Louis Vuitton, est décédé à l'âge de 41 ans des suites d'un cancer. Il était notamment engagé pour l'affirmation des cultures afro-américaines. Nous serons avec Pascal Maurier dans ce journal, spécialiste mode sur France 24. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24 si vous nous rejoignez. Le nouveau variant du coronavirus Omicron s'étend donc extrêmement vite. Détecté jeudi en Afrique du Sud, il est déjà présent dans de nombreux pays, notamment en Europe. On fait le point sur la situation avec nos confrères de France 2. C'est la nouvelle menace qui plane depuis 72 heures, celle du variant Omicron. Et les cas se multiplient. Derrière ces murs d'hôtel à Amsterdam, au moins 13 porteurs de ce variant. Parmi les 61 passagers testés positifs, mis en quarantaine à leur retour d'Afrique australe. Où est-il signalé en Europe? En Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, République tchèque, Pays-Bas, Danemark. Et selon le ministre de la Santé interviewé ce matin, il est probable que la souche de l'Omicron circule déjà en France. À date, il n'y a pas encore eu d'identification de ce type de variant Omicron sur le territoire national, mais c'est une question d'heures, très probablement, il faut se dire les choses. Alors que sait-on aujourd'hui de ce variant? Sa propagation en Afrique du Sud, là où il a été identifié en premier, semble très rapide. Et c'est bien ce qui a inquiété les scientifiques. Ils cherchent à savoir si le variant Omicron serait capable de remplacer le variant Delta et si oui, à quelle échéance. Et ils étudient son comportement en laboratoire pour évaluer son degré de contagiosité. Il est trop tôt pour dire s'il est plus contaminant ou plus virulent, mais si on regarde déjà toutes les mutations qu'il comporte, effectivement, ils sont placés à un niveau qui peut impacter la transmissibilité et également l'évasion, l'échappement à la réponse immunitaire. Mais comment s'adapter à ce variant super mutant? En modifiant le vaccin. Et c'est sur quoi les laboratoires Moderna et Pfizer travaillent. L'avantage, c'est que la synthèse d'ARN messager qui est à la base de ces vaccins est relativement facile à mettre en œuvre. Donc voilà, mais là, les entreprises ont estimé qu'il est de l'ordre de 6 semaines. Donc pendant ce temps-là, il va falloir continuer à adopter peut-être des restrictions de déplacement et en tout cas un maintien très strict des règles des gestes barrières. Il faudra sans doute encore une dizaine de jours aux chercheurs pour parvenir à mieux connaître la carte d'identité du variant Omicron. En attendant, plusieurs pays ont déjà décidé de fermer totalement leurs frontières. C'est le cas du Maroc et d'Israël. À Jérusalem, on retrouve Gwendoline de Bono, notre correspondante. C'est une décision d'autant plus dure qu'elle tombe alors que le pays venait juste de rouvrir aux touristes après 1 an et demi de fermeture. C'était au début du mois de novembre. C'est également une mesure qui tombe alors que débute la fête juive de Hanouka. Et c'est vrai que beaucoup de personnes de la diaspora avaient prévu de venir passer cette fête auprès de leurs proches en Israël. Ce sera possible pour ceux qui disposent d'un passeport israélien. Pour les autres, ce ne sera pas possible. Naftali Bennett, le Premier ministre, a été très clair. Il ne faut prendre aucun risque. Le chef du gouvernement estime qu'Israël est au seuil d'une situation d'urgence après la détection d'un cas confirmé et ce soir on l'apprend d'un deuxième cas de voyageurs infectés par ce nouveau variant Omicron. Toutefois, les autorités sanitaires israéliennes précisent que ces personnes ne présentent que de légers symptômes de la maladie. En Israël, les experts estiment qu'il faudra au moins 2 semaines avant d'avoir des données plus solides sur ce nouveau variant Omicron. 2 semaines, c'est la durée d'interdiction d'entrée aux étrangers pour l'instant. Par ailleurs, en Israël, c'est le retour des mesures de quarantaine. Les Israéliens qui reviennent, par exemple, de pays rouges, devront s'isoler dans des hôtels désignés par l'État. Et c'est vrai que depuis 2 jours, la liste de ces pays rouges s'est considérablement allongée. Tout le continent africain est placé sur cette liste. Cela veut dire que techniquement aujourd'hui, aucun Israélien n'a le droit de s'y rendre.
tout le continent africain, donc à l'exception du Maroc. Autre mesure radicale et assez controversée qui avait été appliquée en début de pandémie, eh bien, le Shin Bet, le renseignement intérieur israélien, est de nouveau autorisé à tracer les mouvements des porteurs de ce nouveau variant Omicron ainsi que de leur cas contact via le traçage de leur communication. Et puis à noter que ce dimanche soir, le Canada annonce ses 2 premiers cas du variant Omicron. Dans l'actualité également, l'agence européenne Frontex qui va déployer dès mercredi un avion au-dessus de la Manche afin de lutter contre le trafic migratoire. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le ministre français de l'Intérieur à l'issue d'une réunion de ministres européens à Calais, réunion d'urgence organisée après la mort de 27 migrants mercredi. Gérald Darmanin a également invité la Grande-Bretagne à limiter son attractivité. Les détails avec Kevin Battista. Une réunion voulue par la France à Calais, d'où partent de nombreux candidats à l'émigration vers l'Angleterre. Objectif des discussions entre Français, Belges, Néerlandais, Allemands et représentants de l'Union européenne, lutter contre les passeurs. À la sortie, relativement peu d'avancées, si ce n'est un avion de l'agence européenne Frontex qui sera dépêché dès le 1er décembre au-dessus de la Manche. Les ventes de petits bateaux seront davantage encadrées et suivies. Enfin, les 4 pays ont déclaré leur volonté de renforcer la coopération opérationnelle, y compris avec le Royaume-Uni. Un voisin jugé trop attractif par le ministre français de l'Intérieur. Si les migrants viennent ici à Calais, à Dunkerque, dans le nord de la France, et risquent leur vie pour traverser la Manche, c'est parce qu'ils sont attirés par l'Angleterre, notamment par le marché du travail qui fait que sans pièce d'identité, par exemple, vous pouvez travailler en Angleterre, mais aussi parce qu'il n'y a plus de voie légale pour demander l'asile, par exemple, en Angleterre. Le Royaume-Uni, grand absent de cette réunion. La ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, a finalement été rayée de la liste des invités. Paris n'a pas apprécié la lettre publiée sur les réseaux sociaux par Boris Johnson ce jeudi, dans laquelle il appelait la France à récupérer les migrants partis depuis son littoral. Dans une tribune au journal The Sun, Priti Patel joue l'apaisement. Nous devons être créatifs pour trouver des solutions nouvelles à l'impact le plus fort possible. C'est ce dont Boris Johnson et moi-même sommes prêts à discuter avec nos homologues français à tout moment. La réunion de Calais intervient quelques jours après le pire naufrage de migrants de l'année dans la Manche. Au moins 27 personnes ont perdu la vie en tentant d'atteindre les côtes britanniques à bord d'un canot pneumatique. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, est arrivé ce dimanche soir en Guadeloupe pour tenter de trouver une issue au conflit qui dure depuis plus d'une semaine maintenant et entamer des discussions sur l'autonomie de cette île des Antilles. Sébastien Lecornu s'était dit prêt, souvenez-vous, cette semaine à parler de ce sujet. Il se rendra ensuite en Martinique où là aussi la colère gronde depuis plusieurs jours. Une crise sociale sur fond de crise sanitaire. Le reportage de nos confrères de France 3. Sur le front de mer de Fort-de-France, on est bien loin des barrages et de la situation explosive qui sévit sur l'île depuis près d'une semaine. Et pourtant, la crise est bien dans les esprits de tous, avec d'abord l'obligation vaccinale, bien sûr, pour les soignants et les pompiers, qui a bien du mal à passer. D'obliger aux gens de prendre un vaccin, ça veut dire qu'on est encore en esclavage ou bien on est encore sous... Il faut être obligé pour prendre un vaccin. Non, on ne peut pas faire ça. Les gens ne veulent pas, c'est ça qui arrive. On n'accepte pas d'être imposé. Et puis il y a beaucoup de problèmes qui s'est greffé autour de ça. L'obligation vaccinale a servi de catalyseur à une crise désormais multiple. Le chômage, le mal-être de la jeunesse, le rapport complexe à la métropole. La visite du ministre peut-elle au moins faire baisser la tension ? Au marché ce matin, certains n'ont pas beaucoup d'illusions. Vous espérez que ça va faire calmer la situation ou pas ? Non. Non, pourquoi ? Non, parce que voilà, c'est le gouvernement, c'est lui qui nous a mis dans cette situation, donc je ne pense pas. D'autres, en revanche, sont plus optimistes. Il va essayer d'arranger les choses. Et vous pensez que c'est possible ? Oui, c'est possible, qu'il peut entrer, il n'y a pas de problème. C'est une bonne chose qu'il fait. Parce qu'il faut qu'il leur montre qu'on est quand même important pour eux. Et c'est ça que les Antillais disent. C'est que personne ne vient, tout le monde dit c'est pas nous, c'est pas ça. Donc il faut leur montrer qu'on fait partie de la France. Les syndicats qui ont lancé le mouvement et qui sont toujours mobilisés veulent eux des décisions concrètes, notamment sur la question de l'obligation vaccinale. Pas des déclarations d'intention, surtout pas venir simplement se présenter pour faire croire qu'on va apporter le calme. Le calme ne reviendra qu'avec
des dispositions concrètes. Des discussions hier entre l'État et les syndicats ont permis de fixer un cadre pour les négociations à venir. Les Martiniquais maintenant attendent du ministre qu'il les prenne réellement en considération pour installer enfin un climat d'apaisement. On en vient à la disparition de Virgile Abloh, le directeur artistique de Vuitton Homme, qui s'est éteint à l'âge de 41 ans. Il a succombé à un cancer qu'il combattait depuis plusieurs années. C'est ce qu'a indiqué le groupe LVMH, la maison mère de Vuitton. Nous sommes avec Pascal Mourier, spécialiste mode sur France 24. Pascal, bonsoir. Sur les réseaux sociaux, les hommages sont très nombreux. Kylian Mbappé en fait partie. Virgile Abloh était devenu une icône de la mode. Claire, Virgile Abloh était une icône absolument extraordinaire. Alors pourquoi est-ce que Virgile Abloh était une icône? Tout simplement parce que pour lui, la mode était un véritable combat politique. Virgile Abloh est noir, il grandit aux États-Unis, dans l'Illinois, et il se bat. Pas simplement parce qu'il est noir, mais parce que c'est un être humain. Et puis il est diplômé en génie civil, et puis il est diplômé en architecture, et puis il choisit le vêtement pour s'exprimer. Et il commence à habiller des stars noires, comme Kanye West par exemple. Et surtout, Virgile se construit un discours. Il va se battre pour l'égalité. Virgile Abloh, c'est en fait la rage de Malcolm X et la sérénité de Martin Luther King. Et c'est la raison pour laquelle il devient une icône. Et c'est la raison également pour quoi LVMH le remarque. LVMH, c'est un groupe de luxe qui prend vraiment des risques. C'est dans son ADN, comme par exemple de nommer une femme féministe italienne, Maria Grazia Chiuri, à la tête des collections de Christian Dior. Et ça, c'est un pari, et ça a fonctionné. Alors aujourd'hui, nommer un noir en 2018, qui a lui-même déjà sa marque, qui s'appelle Off-White et qui fait un carton mondial avec ses sweats à capuche, ses baskets, ses collaborations, ses pantalons larges, nommer ce type-là à la tête de Louis Vuitton, ça ne s'est jamais fait. C'est une première et ça marche. Et Virgile sait comment fonctionnent les réseaux sociaux. Il sait comment insuffler une histoire autour des produits basiques qui vont se vendre effectivement très cher sur les marchés de première main et les marchés parallèles. Mais tout le monde va plonger, les jeunes, les vieux, de toute culture, de toute confession. Tout le monde adhère à la philosophie Virgile Abloh. Porter du Vuitton ou du Off-White, c'est être en phase avec son temps, c'est lutter pour l'égalité des droits. Bernard Arnault s'est dit sous le choc, c'est une grande perte, bien sûr, on l'a compris, pour le monde de la mode, mais aussi pour le groupe LVMH. Alors, pour le groupe LVMH, évidemment, c'est immédiatement une chute d'image et une chute financière. Mais en termes de business, c'est tout simplement le jeu. Et de toute façon, la mode a horreur du vide. Maintenant, on attend qu'un designer, qu'une designeuse reprenne le flambeau. Alors, peut-être que ça va être chez LVMH, et c'est pour ça qu'LVMH aujourd'hui a peut-être un petit peu peur, mais peut-être que cette nouvelle icône apparaîtra chez Kering, apparaîtra dans d'autres marques, mais non pas simplement pour designer des vêtements, mais pour porter des valeurs fondamentales. Et je pense que ce sont les valeurs fondamentales qui animent le monde aujourd'hui. Il faut lutter contre les populismes, la diversité, l'inclusion, l'échange, le partage, que ça passe par un costume cravate ou que ça passe par un sweat à capuche. Il faut que le vêtement aujourd'hui redevienne ce qu'il doit être, c'est-à-dire une véritable fonction sociale et un véritable miroir de la société. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, perdre Virgile Abloh, c'est perdre plus qu'un simple fabricant de sweats. Merci beaucoup Pascal Mourier, spécialiste mode pour France 24. Et enfin, on vote ce dimanche au Honduras, élection présidentielle dans un pays victime d'une violence généralisée et de puissants gangs de trafiquants de drogue dont l'influence s'étend désormais jusqu'au plus haut niveau de l'État. Les deux favoris des sondages qui ont déjà voté sont à gauche Xiomara Castro, épouse de l'ancien président Zelaya, et à droite Nasri Asfoura, dauphin du président sortant Juan Orlando Fernandez. Ce scrutin s'annonce très serré et le lendemain du vote risque d'être sous tension. On suivra ça bien sûr sur France 24. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue.